Mon grand-père, un sage juif, enseignait que tout ce que nous sommes ne doit pas être révélé. Il existe 6 choses te concernant qui, lorsqu'elles sont exposées, affaiblissent ton énergie, ta protection spirituelle et même ton chemin. Reste jusqu'à la fin, car l'une d'elles est presque inconnue, et en parler peut coûter cher. Écris dans les commentaires, je garde ce qui est sacré en moi. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'enseignements de la sagesse juive sur la protection, la conscience et la vie spirituelle. Il existe dans la tradition que nous partageons aujourd'hui un mot qui change notre façon de vivre ensemble. SOD, le secret. SOD n'est pas seulement caché, c'est une discipline intérieure, une tactique spirituelle qui protège votre énergie, vos ambitions, et parfois même les personnes que vous aimez. Avant que vous n'imaginiez que je vous invite à mentir ou à vous isoler, laissez-moi être clair. Il ne s'agit pas de dissimulation immorale. Il s'agit d'un choix éthique, posé et réfléchi, pour préserver votre capacité à agir avec liberté et dignité. Ce que vous entendrez maintenant concerne 6 catégories d'informations. 6 choses à garder secrètes, non pas par peur, mais par sagesse. Si cette idée vous intrigue et que vous voulez recevoir d'autres clés pratiques issues de la sagesse juive appliquée à la vie moderne, abonnez-vous au canal. Nous allons traverser chaque secret comme on suit une carte, principe, illustration, règles pratiques, exceptions, exercices. Prenez une tasse de thé, respirez, et écoutez comme si vous teniez en main un outil précieux. SOD, le secret, une définition rapide. SOD, SVOD, signifie littéralement « secret ». Mais dans la tradition, il renvoie à un niveau de connaissance qui protège plutôt qu'il n'expose. Le silence devient alors une forme d'action, une manière de laisser mûrir ce qui doit mûrir avant d'être partagé. Autour de ce noyau, d'autres concepts viennent clarifier notre démarche. Chaverim, Aberim, le cercle restreint de personnes à qui vous accordez accès, Tzedaka, Tsdaka, la charité, comprise comme justice et responsabilité sociale, Teshuva, Teshvba, le retournement, le travail intérieur de transformation. Nous parlerons aussi de Shalom Bayit, la paix du foyer, et de Hitbodedut, la solitude priante qui permet de clarifier l'âme. Chaque terme vous sera donné avec sa définition lorsque nous l'employerons, pour que la sagesse reste claire et accessible. Secret 1, vos projets et vos plans futurs. Principe. Il y a une puissance réelle à planifier en silence. Quand vous dévoilez trop tôt vos rêves, vous exposez à la projection, à la jalousie, et parfois à l'appropriation des idées par d'autres. Construire en secret ne signifie pas ignorer le monde. Cela signifie réduire les risques d'interférence pendant la phase fragile de conception. Illustration. Prenez Myriam. Elle avait un projet d'atelier créatif, une idée simple mais précise. Mêler art et apprentissage pour adolescents en difficulté. Enthousiaste, elle en parla partout, au café, dans son groupe de yoga, sur ses réseaux. Quelques mois plus tard, le projet était connu. D'autres propositions affluèrent, certaines alléchantes, mais mal alignées. Les financements proposés exigèrent des compromis que Myriam ne souhaitait pas prendre. Une association locale qui avait entendu parler de son idée lança un projet concurrent sans l'avoir consulté. Myriam se sentit trahie, moins à cause de la copie que parce que son propre espace de maturation avait été dérobé. Le récit n'est pas une plainte contre la transparence, il est la description d'un effet concret de la précipitation. Illustration biblique. La tradition biblique raconte que Joseph partagea des rêves qui, révélés trop tôt, suscitèrent jalousie et distance. Sans prétendre reproduire la totalité de ce récit, la leçon qu'en retiennent nos maîtres est simple. Certaines visions demandent une gestation. Les paroles jetées avant l'heure peuvent allumer des conflits ou semer des attentes délétères. C'est une sagesse ancienne qui conserve toute sa pertinence aujourd'hui. Règle pratique. Avant d'annoncer un projet, appliquez le rituel des 72 heures. Attendez 3 jours pleins. Pendant ces 72 heures, notez les détails techniques, les motivations et les compromis possibles. Si, au terme de ce délai, l'idée reste claire et votre passion intacte, approchez un cercle restreint, vos chavrim, composé d'1 ou 2 personnes de confiance. Un partenaire engagé, un mentor vérifié, un conseiller professionnel. Ces personnes ne sont pas là pour approuver mécaniquement, mais pour poser des questions qui affinent le projet, détectent les angles morts et protègent l'intégrité de l'idée. Exercice concret. La première fois que vous envisagez de partager une idée, écrivez-la. Mettez-la dans un tiroir numérique ou physique pendant 72 heures. Chaque jour, relisez-la avec un œil critique et demandez-vous, est-ce que je cherche une validation ou un engagement durable? Si vous désirez un soutien financier ou stratégique,
alors c'est le moment d'inviter un chat vers sûr. Si votre motivation est principalement d'être applaudi, attendez. C'est une manière pratique d'entraîner la volonté et de distinguer le besoin d'approbation du besoin réel de collaboration. Exception. Bien sûr, tout dépend du contexte. Si votre projet implique la sécurité publique, des obligations légales ou des partenaires d'affaires indispensables, il faudra communiquer plus tôt. De même, certaines collaborations naissent d'un partage sincère et rapide. Le secret n'est pas une règle absolue, mais une stratégie. Le critère reste l'éthique. S'agit-il de protéger le bien ou de fuir la critique? Mini Gun Show. Vous vous demandez peut-être, qui sont ces chavrimes? Comment les choisir? J'ai 3 questions de discernement que nous utiliserons tout au long de la suite. La réponse à ces 3 questions vous guide quand vous hésitez à confier quelque chose. Notez-les, elles reviendront souvent. 3 questions de discernement, à poser avant de parler. 1. Quelle est ma motivation réelle? Est-ce que je cherche conseil, financement, soutien émotionnel ou validation? 2. Que risque-t-on en le partageant maintenant? Qui pourrait être blessé, influencé ou mis en danger par cette divulgation? 3. Qui est la personne la mieux placée pour savoir cela maintenant, et pourquoi mérite-t-elle mon intime confiance? Ces 3 questions sont comme un filtre. Si au moins 2 réponses inclinent vers le secret, alors il est prudent de garder pour soi pendant un temps. Secret 2. Vos actes de bonté. Principe. La tradition appelle cela tzedaka, que l'on traduit souvent par charité, mais qui englobe justice, responsabilité sociale et soutien discret. Donner en secret purifie l'acte. Quand l'aide est publique, elle peut nourrir l'ego du donateur et rendre le bénéficiaire dépendant ou humilié. Le don anonyme vise à restaurer dignité et autonomie. Illustration. David, un homme d'affaires discret, aimait aider. Au début, il publiait ses gestes. Bourses scolaires portées à son nom, rénovation signée avec sa contribution. Cela lui valait reconnaissance, mais aussi des sollicitations infinies et des demandes qui dépassaient de ses capacités. Un jour, il décida d'essayer l'anonymat. Il remit un soutien conséquent à un petit foyer d'enfants, sans signe distinctif. Les administrateurs purent décider de l'usage selon les besoins réels. David perçut un apaisement et moins d'emprise sur ses actes. Il avait redonné sans spectacle. C'est, selon beaucoup d'enseignements rabbiniques, l'une des formes les plus pures de tzedaka. Référence pratique. Maïmonide, maître médiéval, propose un classement éthique des manières de donner. Au sommet, la tzedaka qui met le pauvre sur le chemin de l'autonomie, ou le don anonyme et direct qui évite toute humiliation. Sans entrer dans une liste exhaustive, retenez que le critère moral reste la préservation de la dignité de l'autre, et non la mise en scène de votre vertu. Règle pratique. Avant d'annoncer un geste généreux, demandez-vous qui sera aidé et comment l'aide peut être structurée pour promouvoir l'autonomie. Si votre soutien implique reconnaissance publique et réseau, réfléchissez aux conséquences. Est-ce la meilleure manière d'aider cette personne ou ce projet? Si votre motivation est une légitime volonté d'encourager d'autres à faire de même, pensez à laisser une trace institutionnelle plutôt que d'exposer un nom personnel. Exercice concret. Pour ceux qui veulent y pratiquer, commencez par un petit don anonyme par mois. Choisissez une organisation locale ou un voisin dans le besoin sans vous rendre visible. Notez votre ressenti. L'objectif n'est pas d'effacer votre joie, mais d'observer comment l'absence de retour transforme votre relation à l'action généreuse. Exception. Parfois, le don public sert une cause plus large. Lever des fonds pour une urgence, attirer l'attention sur une injustice, ou encourager un mouvement citoyen. Là encore, l'éthique prime. Reconnaissez quand la visibilité sert le bien commun, et quand elle sert surtout l'ego. Secret 3. Les problèmes familiaux. Principe. Le foyer a besoin d'un espace protégé pour se réparer. La tradition nomme Shalom Bayit, paix dans la maison, ce souci d'harmonie qui ne se construit pas par l'exposition publique de la souffrance. Confier une dispute conjugale à un cercle large, ou l'étaler sur les réseaux, transforme souvent la douleur en spectacle et les avis en missiles. Il n'est pas question de cacher des abus ou des crimes. Ces situations exigent assistance professionnelle et, parfois, intervention légale. Il s'agit plutôt des blessures ordinaires, des conflits de couple, des crises de communication. Illustration. Anna et Roberto ont connu une période de distance émotionnelle. Anna, blessée, écrivait longuement sur ses réseaux, en espérant soutien et compréhension. Les commentaires étaient souvent polarisés, blessants, voire moralisateurs. Roberto, lu sans contexte, devint caricaturé.
les échanges publics empêchèrent la réparation. Après une étape de silence choisie et une médiation avec un thérapeute familial, ils purent se parler sans témoin numérique, reconnaître leur part de responsabilité et reconstruire un chemin commun. La confidentialité leur a permis de redécouvrir des éléments de tendresse qui étaient noyés sous l'accusation publique. Règles pratiques. Évitez de poster ou de solliciter conseil public pour les blessures conjugales ou familiales. Cherchez d'abord des professionnels, médiateurs, thérapeutes familiales, conseillers légaux si nécessaire. Si vous voulez en parler à des proches, choisissez une personne neutre et loyale, qui sait garder le secret. Le critère, ceux qui peuvent aider concrètement doivent être informés, pas la foule. Exercice concret. Avant d'écrire ou de téléphoner à quelqu'un pour raconter une querelle familiale, appliquez les 3 questions de discernement. Si la réponse indique que vous cherchez uniquement catharsis, attendez. Si vous recherchez une solution pratique, médiation, logistique, sécurité, repérez le professionnel ou l'ami formé qui peut aider et partagez-lui l'essentiel en privé. Exception. Dénoncer un abus, chercher de l'aide pour une situation de danger, ou porter plainte requiert de briser le silence. La sagesse de la discrétion ne s'applique pas à la protection des victimes. Ici, la loi et la sécurité passent avant la stratégie. Il en va de la dignité et de la vie des personnes. Transition et retour aux questions de discernement. À ce stade, vous avez rencontré 3 des 6 secrets. Projet, don, famille. Un fil rouge traverse ces blocs. La question de la confiance et du temps de maturation. Trop souvent, nous confondons intimité avec isolement. Il y a une différence entre se taire pour se protéger et s'enfermer pour éviter la souffrance. Rappelez-vous des 3 questions. Elles sont de petits instruments que l'on peut sortir en toutes circonstances. Avant d'entrer dans le 4e secret, laissez-moi vous donner une règle pratique qui s'applique à tous les cas évoqués. La règle du cercle à 2 niveaux. Imaginez 2 cercles autour de vous. Un cercle intime, 1 ou 2 chavérim, et un cercle public. Ce que vous confiez au cercle intime mérite un droit d'accès plus grand, mais il reste soumis à la discrétion. Le cercle public n'est que pour les résultats achevés, les appels à aide générale, ou les initiatives qui demandent du soutien collectif. En pratiquant consciemment cette géographie relationnelle, vous apprenez à calibrer vos paroles. Secret 4. Le passé douloureux, ou la vie avant l'aujourd'hui. Principe. Nous portons tous un passé qui a modelé nos terreurs et nos forces. Le concept de teshuva, traduit souvent par repentir ou retour, nous rappelle que l'homme n'est pas condamné à demeurer ce qu'il a été. Teshuva concerne le mouvement intérieur qui transforme ce qui était en ce qui est possible. Partager un passé douloureux trop tôt peut entraîner jugement, étiquette, ou une fixation sur l'erreur plutôt que sur la transformation. Le pouvoir de l'histoire personnelle réside autant dans le moment où elle est racontée que dans l'intention qui la porte. Illustration. Léa avait traversé une période d'addiction dans sa jeunesse. En commençant un nouveau travail, elle voulut être authentique et partager son parcours pour inspirer. Quelques mois plus tard, elle remarqua que ses collègues la regardaient autrement, que son récent maintien n'effaçait jamais totalement le stigmate. Certains entretiens professionnels perçurent sa transparence comme un risque, et des opportunités lui échappèrent non à cause de son histoire, mais à cause du timing et de la façon dont elle la donnait. Léa ne regretta pas d'être honnête un jour, mais elle regrettait d'avoir tout livré avant que la relation n'ait mûri suffisamment pour accueillir son histoire comme une force plutôt que comme une faiblesse. Règle pratique. Il existe une règle du droit gagné. On mérite d'ouvrir son passé à quelqu'un seulement lorsque la relation a prouvé sa capacité à recevoir sans juger. Cela n'exclut pas l'honnêteté, mais la commande. Attendez la maturité relationnelle pour partager les contenus qui pourraient vous définir aux yeux des autres. Demandez-vous, cette personne a-t-elle montré empathie, discrétion et soutien concret dans d'autres moments? Exercice concret. Évaluez votre liste de confidents. Pour chaque personne, répondez aux 3 questions de discernement. Si 2 réponses vous invitent à la confidentialité, construisez une échelle. Partagez d'abord une partie inoffensive de votre histoire et mesurez la réaction avant d'aller plus loin. Donnez le droit à l'autre d'être surpris, mais pas celui de vous réduire à une seule période de vie. Exceptions et nuances. Parfois, raconter son passé est thérapeutique et nécessaire pour de vraies réconciliations. Certaines communautés et groupes de soutien vivent par la révélation et la mise en commun du passé. Là encore, le critère est la fonction du récit. Est-ce pour guérir, pour se libérer, ou pour se plaindre et solliciter l'attention? Les 2 derniers usages méritent prudence. Tension croissante dans l'histoire de Léa. Léa décida d'y aller progressivement.
Lors d'un déjeuner d'équipe, elle parla seulement d'un obstacle passé, pas de l'ensemble de sa trajectoire. Une collègue, Élise, réagit avec compréhension. Mais un autre collègue partagea le détail lors d'une conversation informelle. La viralité du détail dans un cercle professionnel révéla quelque chose de fondamental. Même les gestes les plus mesurés peuvent être étendus sans votre accord. Léa fut face à une décision cruciale. Riposter pour effacer la trace, ou accepter l'imperfection des relations humaines et continuer son chemin en renforçant ses limites. C'est ici que la sagesse de la SOD entre en jeu. Distinguer entre ce qui mérite une réaction et ce qui mérite une mise en garde silencieuse. Voilà le nœud dramatique. Comment Léa va-t-elle protéger sa dignité sans basculer dans la rigidité? Comment réparer une fuite dans la confiance sans transformer chaque parole en arme? Ces questions nous amènent tout naturellement au prochain secret, où la finance se mêle à la confiance sociale. Mais avant d'y aller, revenons une dernière fois aux outils pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant. Rappel pratique des outils vus jusqu'ici. Le rituel des 72 heures. Prendre 3 jours pour laisser mûrir une idée avant de la partager. Utiliser ces jours pour clarifier motivation et stratégie. Les 3 questions de discernement. Motivation réelle. Risque de partage. Qui a besoin de savoir et pourquoi? La règle du cercle à 2 niveaux. Chavérim, cercle intime, versus cercle public. Le don anonyme comme pratique de tzedaka. Commencez petit. Évaluez l'effet sur votre relation à la générosité. Le principe du droit gagné pour partager le passé. Testez la réciprocité et la discrétion avant d'ouvrir votre histoire. Ce sont des outils simples, mais quand on les pratique, quelque chose change dans la manière d'habiter le monde. La parole retrouve du poids. L'écoute devient un bien rare. Vos gestes ne sont plus occupés à réparer l'ego, mais à servir un dessein plus large. Avant de poursuivre plus avant, fermez les yeux un instant et imaginez 2 chemins. Sur le premier, tout s'étale. Projet, douleur, don, finances, tout devient public. Sur le second, vous avancez avec des portes qui s'ouvrent seulement quand cela sert le projet et la personne. La sagesse millénaire ne vous demande pas d'éviter les autres, elle vous invite à choisir quand ouvrir la porte. Ici s'ouvre la suite de la route, plus complexe encore. La question de l'argent et de la vulnérabilité spirituelle. Nous allons aborder comment la révélation de votre situation financière peut attirer des relations intéressées. Et comment les crises spirituelles, si elles sont partagées sans terrain solide, peuvent devenir des occasions de pression plutôt que de soins. Mais avant de basculer dans ces thèmes, prenez une note. Avez-vous appliqué aujourd'hui une des pratiques proposées? Avez-vous attendu 72 heures avant de publier quelque chose? Avez-vous remis un don de manière anonyme? Même ces petits gestes recommencent à reconfigurer votre espace. Je vais maintenant vous conduire vers le 5e et le 6e secret, la finance et la crise spirituelle, en suivant le même rythme. Principe, illustration, règles pratiques, exceptions et exercices. Mais avant cela, laissez-moi poser une image que je reviendrai chercher dans la suite. Imaginez un artisan, Rav Akiva dans sa modestie, qui construit pierre après pierre sans fanfare. Sa grandeur, vous le verrez, tient à la patience et à la profondeur du travail silencieux. C'est un symbole de ce que signifie garder certaines choses pour soi, non par fuite, mais par construction intérieure. Nous sommes arrivés à un moment charnière. Après avoir vécu en silence la maturation de plusieurs secrets, combien êtes-vous prêt à appliquer la même discipline à votre argent et à vos épreuves spirituelles? La réponse à cette question révèle souvent le plus grand défi de la pratique, la confiance en soi et en l'autre. Il est temps d'entrer dans le terrain des finances et des crises spirituelles. Mais avant que vous ne partiez, souvenez-vous des 3 questions. Motivation, risque et personne légitime. Ces questions vont nous guider encore. Secret 5. Votre situation financière. Principe. L'argent est à la fois un outil et un révélateur. Qu'il serve à construire un projet, assurer une sécurité ou soutenir une famille, sa divulgation non maîtrisée modifie immédiatement les relations autour de vous. La discrétion financière est une protection relationnelle. Elle prévient les demandes calculées, les attentes non dites et les rapports de pouvoir qui s'installent quand l'information voyage sans filtre. Garder certaines données pour soi ne signifie pas jouer la comédie. Cela signifie préserver l'autonomie et la liberté de choix, pour vous et pour les autres. Illustration. Marcos, entrepreneur, avait connu une phase d'ascension rapide. Enthousiasmé, il partageait avec fierté ses gains lors de réunions de quartier, de dîners d'anciens camarades, et même sur ses profils personnels. Au début, les félicitations lui faisèrent du bien.
Bientôt, les invitations devinrent des sollicitations, des projets partenaires sans préparation, des proches qui attendèrent des prêts, des relations où la générosité se transformait en marchandage. Certaines personnes se rapprochaient moins pour ce qu'il était que pour ce qu'il pouvait leur offrir. Marcos sentit sa liberté réduite. Il ne savait plus à qui dire oui sans se sentir exploité. Règle pratique. Limitez les détails de votre vie financière à ceux qui ont un besoin réel de savoir. Un partenaire avec qui vous partagez le budget, un comptable, un avocat fiscal, ou un associé impliqué contractuellement. N'exposez pas chiffres, comptes ou plans d'investissement à des amis ou relations nostalgiques sans compétences techniques. Quand il s'agit d'argent, adoptez la règle des 3 vérifications. Vérifiez la nécessité d'informer, vérifiez la compétence et la discrétion de la personne, vérifiez l'impact probable de la divulgation. Si vous sentez que la révélation pourrait déclencher plus de dettes morales que d'aides concrètes, retenez-la. Exercice concret. Faites l'inventaire de votre cercle de confiance financier. Pour chaque personne, posez ces 3 questions. A. Cette personne a-t-elle un besoin légitime d'information? B. A-t-elle démontré discrétion et compétence? C. Quel usage possible ferait-elle de ces informations? Si vous répondez négativement à une des 3, limitez le niveau d'accès. Par exemple, fournissez seulement des sommes globales, jamais d'accès direct à vos comptes, et documentez chaque arrangement par écrit. Démarche pratique. Mettez en place des barrières simples. Séparerez comptes personnels et professionnels, nommez un mandataire légal pour certaines transactions, utilisez des contrats pour formaliser les prêts ou les engagements. Ces démarches sont des formes de discrétion structurée. Elles permettent d'aider ou de collaborer sans exposer des détails inutiles. Sur le plan domestique, installez une règle claire avec votre partenaire. Quelles informations financières sont partagées, à quel moment, et comment prendre les décisions communes. Exception. Bien sûr, il y a des contextes où la transparence est nécessaire. Demande de financement, demande de prêts bancaires, audits légaux, demande de subventions publiques, où la divulgation est requise. Dans ces cas, la transparence doit être organisée et encadrée. Si la sécurité ou la légalité est en jeu, par exemple, pour déclarer des revenus ou régler des dettes, la réserve laisse place à l'obligation de communiquer selon les lois et les normes. La discrétion ne doit jamais servir à dissimuler une fraude ou une illégalité. Nuances relationnelles. Avec la famille proche, l'équilibre est délicat. Partager trop peu peut créer suspicion et distance. Partager trop peut instaurer dépendance et ressentiment. Convenez de procédures, moments réguliers de mise à jour financière, bornes claires pour les demandes d'aide, et recours à un médiateur financier lorsque la confiance vacille. Protégez les plus vulnérables, enfants, personnes âgées, en rendant l'information strictement accessible aux responsables légaux ou thérapeutes financiers. Secret 6. Vos crises spirituelles et existentielles. Principe. Les turbulences de l'âme demandent souvent un espace de recueillement, où elles peuvent être sondées sans jugement public. La tradition propose la pratique du Itbodedut, retrait, prière solitaire et conversation intime avec le divin, comme une manière d'ordonner l'intérieur avant d'en faire état au monde. Les crises spirituelles, si elles sont exposées sans cadre, peuvent être récupérées par des logiques de performance, de sympathie publique ou de spectaculaire compassion qui déforment le travail intérieur. Illustration. Samuel traversait une période de doute profond. Il questionnait le sens de sa pratique, ses engagements communautaires, son rapport à la prière. Impatient d'être compris, il publiait de longs messages, cherchant des réponses dans les commentaires et dans l'approbation externe. Les réponses qu'il reçut étaient variées. Certains l'encourageaient, d'autres le jugeaient, d'autres encore proposaient des solutions simplistes. Cette cacophonie, loin d'apaiser, amplifia sa confusion. Ce dont Samuel avait réellement besoin était d'un espace sûr, d'une écoute formée et d'une guidance qui l'aide à trier ses expériences, non d'une tribune. Règle pratique. Avant de porter une crise spirituelle à un large public, recherchez un guide qualifié, un mentor spirituel, un rabbin formé, un thérapeute intégratif, une communauté de retraite bien encadrée. Le critère de choix est la compétence à soutenir sans prescrire mécaniquement des réponses toutes faites. Privilégiez l'accompagnement qui propose des exercices d'intériorité, prière, lecture, silence, journaling, et qui respecte le rythme personnel. Pratique recommandée. Itbodedut. Réservez un moment quotidien de solitude où vous parlez à haute voix de ce qui vous pèse, sans chercher à séduire ou convaincre. Écrivez vos pensées sans autocensure pendant 15 à 30 minutes, puis relisez-les avec compassion le lendemain.
retrait court, planifiez une journée ou un week-end de silence où vous limitez les interactions numériques et physiques pour écouter ce qui survient. Accompagnement. Engagez un processus avec un guide pendant plusieurs rencontres avant de partager votre crise publiquement. Exercice concret. Le protocole des 3 cercles pour la crise spirituelle. Cercle interne, mentor, thérapeute. Cercle proche, amis de confiance ayant déjà témoigné de leur discrétion. Cercle public, communauté ou audience. Ne franchissez un cercle vers le public qu'après avoir travaillé dans l'intimité et reçu des retours structurés. Ce protocole évite l'exposition précoce et favorise une parole qui porte une transformation authentique. Exception. Certaines formes de témoignage public ont un pouvoir libérateur. Groupes de parole, initiatives de sensibilisation sur la santé mentale, récits destinés à aider d'autres personnes en crise. Là encore, la règle est que le partage doit être choisi et préparé, idéalement avec l'accompagnement d'un professionnel. Et si la sécurité d'autrui est affectée par votre crise, informer les parties concernées et solliciter aide et protection est prioritaire. La discrétion n'est pas une excuse pour négliger la mise en sécurité. Les pièges des réseaux. Les plateformes numériques favorisent l'urgence et la surabondance. Il est tentant d'y trouver une audience et de croire que la visibilité apporte la guérison. Plus souvent, l'exposition précipite l'assignation identitaire. La personne qui doute, celle qui s'est effondrée, et parfois des interprétations définitives sont faites à la place de la complexité humaine. Repensez votre usage des réseaux en période de fragilité, limitez vos partages, sollicitez des espaces privés, et privilégiez les rendez-vous en chair et en os avec des personnes formées. La dimension éthique. Yetzer Tov et Yetzer Ra. La tradition parle du Yetzer Tov, inclination au bien, et du Yetzer Ra, inclination qui pousse vers le repli ou la domination. La transparence non maîtrisée peut activer le Yetzer Ra, en vous exposant à la tentation de chercher pitié ou supériorité, ou en encourageant des réponses performatives. La pratique du silence stratégique favorise l'action depuis le Yetzer Tov. La démarche qui édifie et transforme, plutôt que celle qui réclame attention. Histoire d'Akiva revisitée comme modèle de construction silencieuse. Rav Akiva, souvent cité dans les sources rabbiniques comme exemple de persévérance et d'humilité, symbolise une manière de cheminer sans fanfare. Les récits qui l'entourent, talmudiques et midrashiques, montrent un homme qui a commencé tard et a bâti pierre après pierre son érudition et son influence, à la faveur d'un travail patient, d'un soutien discret et d'une fidélité quotidienne à l'étude. Sans donner ici un résumé textuel des sources, retenez l'image. La grandeur qui vient d'un labeur intérieur, peu exalté, mais profond. C'est une métaphore vivante pour qui veut apprendre à garder le cœur de certaines choses dans l'ombre, afin qu'elles fleurissent, sans être déformées par la lumière prématurée. Clôture et métaphore. Clôture versus mur. Il y a une différence importante entre une clôture et un mur. Une clôture délimite, protège, mais peut s'ouvrir pour faire entrer ce qui est bon. Elle est vivante, perméable, choisie. Un mur isole, refuse tout échange, et enferme la personne dans la solitude. La sagesse que nous explorons est celle de la clôture. Poser des limites pour que la vie puisse entrer selon des conditions qui préservent la dignité et la puissance. Apprendre à bâtir des clôtures, règles, rituels, cercles de confiance, vous donne l'autorité intérieure d'ouvrir et de fermer en conscience. Récapitulation des outils concrets. Rituel des 72 heures. Laissez mûrir une idée ou une révélation pendant 3 jours avant d'en décider la mise en partage. Utilisez chaque jour pour préciser la motivation et le plan d'action. 3 questions de discernement. Motivation réelle. Risque du partage. Personne la mieux placée pour savoir maintenant. Si 2 des 3 indiquant la confidentialité, freinez. Règle du cercle à 2 niveaux. Cercle intime, shaverim, et cercle public. Confiez d'abord à l'intime, puis élargir si nécessaire. Dans anonyme. Pratique de tzedaka pour préserver la dignité du bénéficiaire et purifier l'acte de donner. Règle du droit gagné. N'offrez votre passé douloureux qu'à qui a prouvé la capacité d'accueillir sans réduire. Protocole financier. Partagez des informations uniquement avec personnes ayant un besoin administratif ou légal. Formalisez prêts et aides par écrit. Protocole spirituel. Hitbodedut, retraite. Accompagnement par un guide qualifié avant de partager publiquement. Les 3 questions, à nouveau, avec un exemple d'application. 1. Quelle est ma motivation réelle? Exemple. Si vous postez un projet pour obtenir des sponsors,
La motivation est pragmatique. Si c'est pour chercher admiration, il vaut mieux attendre. 2. Que risque-t-on en le partageant maintenant? Exemple. Si révéler un passé pourrait vous coûter une opportunité professionnelle, évaluez le prix réel à payer. 3. Qui est la personne la mieux placée pour savoir cela maintenant, et pourquoi mérite-t-elle ma confiance? Exemple. Un comptable détient la compétence technique. Un mentor a montré discrétion passée. Un partenaire assume une responsabilité financière conjointe. Défi pratique, 7 jours de silence conscient. Je propose un exercice concret de 7 jours, simple mais exigeant. Son but n'est pas d'étouffer, mais d'entraîner la discrétion et l'écoute intérieure. Voici un guide jour par jour. Adaptez-le selon votre réalité personnelle et vos obligations, et interrompez si une urgence légale ou de sécurité nécessite de parler. Jour 1. Observez. Notez les sujets que vous avez tendance à partager rapidement. Projets, finances, blessures, actes de générosité. Écrivez-les sans les publier. Demandez-vous. Pourquoi ai-je partagé la dernière fois? Qu'ai-je cherché? Jour 2. Retardez. Choisissez une tâche banale. Avant de répondre à un message qui vous sollicite pour quelque chose de personnel, attendez 72 heures. Profitez-en pour clarifier votre motivation. Jour 3. Donnez en secret. Faites un petit acte de générosité anonyme, sans en parler. Notez votre sensation avant, pendant et après. Jour 4. Structurez. Établissez votre cercle à 2 niveaux pour un projet concret ou un souci familial. Qui est votre chaverim, qui reste dans le public? Formalisez les règles de confidentialité. Jour 5. Se retirer. Pratiquez une courte session de Hitbodedut. 15-20 minutes de parole à vous-même, à haute voix si possible, pour nommer vos doutes et vos désirs, puis relisez ce que vous avez dit. Jour 6. Vérifiez. Réévaluez une demande de partage passée. Auriez-vous mieux fait de garder le secret? Que changeriez-vous? Jour 7. Réintégrer. Choisissez consciemment ce que vous allez désormais partager et avec qui, en appliquant les 3 questions. Engagez-vous à revoir cette liste dans 3 mois. Note pratique pour le défi. Conservez un journal quotidien, même si les entrées sont courtes. Si vous êtes dans une situation de danger ou de besoin légal, brisez le silence pour chercher l'aide appropriée. Professionnels de santé, avocats, services sociaux. Le défi n'est pas une règle absolue, mais un entraînement à la clairvoyance dans la parole. Questions fréquentes anticipées. Est-ce que garder le secret va me rendre calculateur? Non. La discrétion proposée ici est une discipline morale. Elle vise à protéger la dignité et la capacité d'agir, pas à manipuler. Elle exige honnêteté intérieure et responsabilité. Et si je perds des occasions en restant discret? Peut-être. Mais l'enjeu est de choisir des occasions conformes à vos valeurs. La précipitation attire parfois des gains superficiels au prix de votre autonomie. Comment retrouver la confiance après une fuite? Réparez là où c'est nécessaire. Admettez la blessure. Engagez des conversations en privé, proposez des garanties et des démarches concrètes pour restaurer la confiance. Dernière recommandation éthique. Ne transformez pas le conseil en mode d'isolement. Cherchez des professionnels compétents quand nécessaire. Ne cachez pas des actes illégaux sous le prétexte de discrétion. La loi et la dignité humaine ont priorité. Ne confondez pas réserve et honte. La discrétion aide à choisir le temps et le lieu appropriés pour la vérité. Invitation pratique et appel final. Si, au terme de ces lectures, vous vous sentez prêt à expérimenter, lancez le défi des 7 jours dès cette semaine. Notez vos observations et revenez partager votre expérience. Dites dans les commentaires ce qui a changé pour vous, un apprentissage ou une difficulté rencontrée. Votre témoignage, lu dans la bienveillance, aidera d'autres à comprendre comment calibrer leurs paroles. Abonnez-vous pour recevoir d'autres enseignements pratiques issus de la sagesse juive et d'outils concrets pour protéger votre énergie. Si vous souhaitez approfondir, cherchez un mentor qualifié ou un guide spirituel dans votre communauté pour accompagner la pratique. Bénédiction finale. Que vous trouviez la sagesse pour savoir quand parler et quand vous taire. Que votre silence protège votre capacité d'agir. Que votre parole, quand elle sortira, porte la clarté et la liberté. Puissiez-vous construire comme l'artisan patient, pierre après pierre, des projets, des relations et une vie qui honore votre dignité. Shalom, paix et force pour la route.